De retour sur Canal Sud 92.2 dans l'émission Parlons Culture, Parlons Queer. Aujourd'hui, on parle de cette rentrée révoltée. Et avant la pause musicale, on a parlé des enjeux et de la répression que rencontrent les mouvements sociaux de soutien à la cause palestinienne. Pour clôturer cette deuxième partie et plonger dans la troisième de notre émission, on écoute Karine Fouteau, présidente et directrice de publication de Mediapart. Donc voilà, tout ça crée un arsenal liberticide qui est évidemment extrêmement inquiétant. Vous l'avez dit tout à l'heure, la création d'un ennemi de l'intérieur, oui. À un moment c'est le musulman, à un moment c'est le militant, le manifestant, et à un moment c'est le militant écologiste, puisqu'on se souvient aussi quand même de la tentative de dissolution des soulèvements de la Terre l'année dernière. Et juste quand même pour terminer, c'est vraiment très inquiétant. On attend du pouvoir politique, aujourd'hui du pouvoir macroniste, qu'il fasse barrage à l'extrême droite et donc qu'il se comporte tel qu'un État de droit devrait se comporter, c'est-à-dire en défense absolue de nos valeurs fondamentales. Or, c'est exactement l'inverse qui se passe. Et donc, qu'est-ce que Macron est en train de faire ? Il est en train de préparer le terrain à l'accession au pouvoir de Marine Le Pen ou d'un autre candidat d'extrême droite en 2027. Il est en train de lui donner les clés du pouvoir. Donc, vraiment, il est temps de faire quelque chose. Dans cette capsule, on entend Karine Fouteau nous parler de l'arsenal liberticide mis en place par le gouvernement et qu'il est grand temps de faire quelque chose. Est-ce que vous aimeriez réagir à cette capsule ? J'avais jamais entendu cette capsule. Je sais pas s'il faut espérer grand-chose de Macron, en fait, de manière générale, je dirais, par rapport à ce que là, elle vient dénoncer. Après, là, nous... concrètement, au niveau du comité, je pense qu'au niveau des alliances qu'on fait, on essaye de les inscrire aussi dans une ligne politique antifasciste, aussi antisioniste, anti-impérialiste, anticolonialiste. Enfin, je pense notamment là au niveau des mobilisations qu'il y a eu autour du 10 septembre. Au comité, on a participé à un cortège anti-impérialiste, anticolonialiste, antiraciste. Enfin, c'était important pour nous de lier la lutte contre l'impérialisme aux luttes qu'il y a ici, à la fois dans le sens où on a une responsabilité en tant que pays impérialiste, mais aussi parce que tout l'agenda militariste, etc., qui se joue ici en France, il faut se mobiliser contre ça, je pense, en faisant des liens avec ce qui se passe en Palestine, mais aussi dans des pays qui subissent l'impérialisme français, que ce soit Kanaki, également des territoires comme Mayotte, etc. Est-ce que ce serait possible de clarifier impérialisme ? L'impérialisme, c'est cette domination des puissances ex-coloniales, mais dont la colonialité continue toujours aujourd'hui, même si le colonialisme politique a pris fin, sur les anciens et les toujours, à travers la colonialité, pays colonisés aujourd'hui. Et c'est la façon dont ces pays coloniaux tirent profit de ces pays colonisés. Merci. On va du coup enchaîner sur la dernière partie de cette émission, sur comment peut-on agir concrètement. Ouais, tout à l'heure, on a commencé à évoquer les actions possibles. Vous avez parlé de boycott, vous avez parlé de cagnotte solidaire ou de participation des rassemblements. Est-ce qu'il y a d'autres choses, vous, que vous avez pu faire ou que vous aimeriez partager avec les auditeurs, auditrices aujourd'hui, en tant que citoyens, citoyennes qui veulent soutenir la cause palestinienne ? Bon, je vais parler pour Thousand Miles to Gaza. Enfin, je pense qu'il y a de très nombreuses manières de s'investir, mais du coup, je suis aussi là pour parler du collectif aujourd'hui. Donc, nous, on a un système, on a un fonctionnement qui est assez, souple, peut-être c'est ça le mot. Enfin, il y a vraiment énormément de moyens de faire des petites choses pour le collectif. Donc, j'ai parlé des stands qu'on tient. On a des personnes qui, par exemple, nous ont fait des dons de linogravures, de perles, de choses qu'on peut mettre sur des stands et qui vont servir à récolter des fonds. Donc, on peut même... Enfin, du coup, c'est pour dire aussi qu'on peut s'investir sans même venir aux réunions, juste en soutenant la récolte de fonds. La semaine prochaine, enfin samedi, on a un événement à la Chapelle, une tombola de levée de fonds, et c'est pareil, on a des personnes qui vont venir nous apporter de la nourriture pour le repas à prix libre. Il y a aussi évidemment possibilité sur des événements comme ça d'être bénévole très ponctuellement. Et ensuite, j'ai pu parler des cagnottes. Donc ça, c'est un peu une organisation où on va déposer des cagnottes et ensuite il faut aller les relever évidemment pour
pour donner l'argent. Et après, si on a envie de s'investir dans les Thousand Madeleines, on est aussi très ouvert à toutes les propositions pour visibiliser et pour lever des fonds. Et on a des réunions hebdomadaires, nous, pour le coup, qui sont pas toutes ouvertes. Donc c'est un fonctionnement différent, mais dans le sens où après, il faut aussi du temps et de l'énergie et des capacités pour accueillir les nouvelles personnes. Donc, vu que parfois on manque un peu de monde, ça peut être difficile, mais en tout cas, elles sont toutes ouvertes dans le sens où si quelqu'un nous contacte parce que ça l'intéresse de s'investir, évidemment qu'on va le recevoir, mais on communique juste, je pense, d'une manière différente avec le comité, aussi par manque de temps, pas forcément d'envie, mais de temps et de ressources. Mais voilà, du coup, si une personne a envie de s'investir, nous contacter, c'est une première étape. Et après, il y a vraiment de la place pour tout le monde et dans plein d'endroits aussi sur la communication, le fait de relayer les choses. Voilà, il y a plein de compétences qui sont bonnes à prendre et c'est pas toujours aussi chronophage qu'on le pense. Nous, on essaye de prendre aussi les personnes là où elles sont et après, en ce moment, on a des gros challenges d'organisation interne sur la communication, etc. On a parlé de la répression, le fait d'utiliser des logiciels libres. C'est pas toujours simple de s'adapter, mais en tout cas, voilà, on essaye d'être le plus inclusif possible et n'hésitez pas à nous contacter. Ouais, j'aimerais juste rebondir là, justement, sur ce truc de logiciel libre. On en parlait à la pause musicale entre nous, où c'est... En fait, c'est une vraie question quand on aborde des sujets aussi touchy au niveau de l'État et de la surveillance. Et comment on voit comment on est surveillé à travers Meta, GAFA, etc. C'est un vrai enjeu pour les collectifs engagés de comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on s'organise d'un point de vue de drive, de mail, de canal de communication et en fait ça nécessite des vraies connaissances. Enfin moi j'avais pas du tout toutes ces connaissances là et je suis obligée de faire des heures de recherche pour me dire ok en fait il faut que je sorte de Google, comment est-ce que je peux faire et c'est pas que simple quoi. Bah ça fait partie aussi je trouve dans la continuité, c'est-à-dire t'informer, c'est avoir une vigilance sur ce qui est possible de faire et de comment tu t'organises, mais aussi des vigilances sur les plans, bien connaître ses droits. Par exemple, aujourd'hui, quand tu vas en manif ou quand tu participes à des actions, c'est aussi si tu te fais arrêter, comment ça se passe, quels sont tes droits, qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu peux pas dire pour te protéger au maximum au vu de l'arsenal répressif. Oui, et si je peux rebondir aussi, donc nous, c'est vraiment un sujet qui revient souvent parce que on a du mal... avec Signal, Frama, etc. Donc voilà, on essaye toujours de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus facile pour nous. Et dernièrement, il y a une loi qui était assez controversée sur le chat control qui devait passer. Et justement, tous les messages, en fait, on n'allait plus pouvoir avoir d'applications cryptées du style de Signal. Et en fait, juste pour informer que l'UE a rejeté cette partie-là de la loi. Et donc, du coup, nous, on se disait, puisque toutes les applications vont être pareilles, tant pis, on va peut-être pouvoir revenir sur des applications plus faciles. Au final, ça a été annulé, donc tant mieux. Enfin, pour nos libertés numériques, c'est super. Mais donc, voilà, ça, c'est encore des questions qu'on se pose souvent. Voilà, je sais pas ce que c'est votre expérience au Comité Palestine sur tout ça, mais nous, c'est un vrai sujet, quoi. On se pose la question, forcément, comme tous les collectifs militants, on se pose la question de la surveillance numérique. Et au-delà de la surveillance numérique, c'est aussi une logique d'émancipation, en fait, des structures capitalistes qui nous surveillent, qui nous gouvernent, qui nous contrôlent. Donc, il y a une réelle réflexion autour de ça, tout à fait, ouais. Donc juste pour rebondir sur l'émancipation, il y a l'émancipation du coup numérique et de partage de connaissances et d'informations entre nous, mais ça me fait penser aussi à l'émancipation économique. Comment est-ce qu'on arrive à fonctionner économiquement de façon libre sans reposer sur les subventions de l'État, des gouvernements, et qui du coup imposent de fait un contrôle sur nos actions. Et nous, c'est une vraie réflexion dans notre collectif sur comment est-ce qu'on arrive à s'autofinancer et à pas se mettre dans le jus, à être hyper engagé, et pas avoir les fonds et devoir prendre des tafs alimentaires. Enfin voilà.
Et je me disais, je voulais rebondir aussi tout à l'heure, quels sont les moyens concrets qu'on peut faire pour soutenir le peuple palestinien. Tu parlais, Sacha, je crois, d'effacement culturel tout à l'heure aussi. Je me disais que diffuser des supports culturels et artistiques aussi des personnes palestiniennes, c'était aussi une manière de sensibiliser et de faire entendre la cause. Et aussi, vous parliez de relier cette cause-là à d'autres causes comme l'antiracisme, des causes aussi féministes. Et je me disais que ça pouvait aussi, c'était aussi des moyens d'élargir la base et de montrer aussi à quel point ces luttes, elles étaient reliées. Ouais, c'est tout à fait pertinent et c'est ce qu'on essaye. Rien que la conversation que nous venons d'avoir sur la surveillance, sur l'émancipation, sur le capitalisme, ça montre qu'en fait c'est hyper important qu'on évolue ensemble et que les luttes se mettent ensemble. Et on est particulièrement au comité, on essaie particulièrement de rejoindre les autres luttes pour créer une lutte collective globale. Dans les comités queer, par exemple, je sais pas, je peux donner l'exemple de la semaine dernière où, en fait, on fonctionne en AG ouverte. Donc, toute personne qui désire venir au comité, soit pour se renseigner, soit pour prendre des informations, soit pour proposer des actions, est la bienvenue pour venir en parler avec nous toutes et tous. Et il y a 3 semaines, il y a un collectif queer qui est venu et qui a dit on voudrait faire des drag shows pour la Palestine. Et c'était trop bien. Donc, on a dit oui avec grand plaisir et il y a eu, ça s'est déroulé la semaine dernière, jeudi dernier. Donc, ils se sont appelés Drag for Palestine et c'était l'occasion pour nous de créer des liens. C'était l'occasion pour nous de redire que, en fait, les luttes pour les droits LGBTQIA+, sont aussi reliées aux luttes anticoloniales, anti-impérialistes. Ça a été l'occasion pour nous lors de cette soirée-là de parler du pinkwashing d'Israël, qui propose une vitrine LGBT-friendly devant l'opinion mondiale, mais pour à la fois invisibiliser le génocide, le nettoyage ethnique, l'occupation, etc., mais aussi pour les légitimer en se montrant supérieurement, moralement supérieurs. Donc c'est hyper important de rejoindre les autres luttes, quelles qu'elles soient, pour progresser, pour évoluer ensemble. Et je pense à un autre exemple aussi assez récent. Avec le comité, on a participé avec d'autres collectifs locaux à l'organisation d'un week-end anticolonial il y a quelques semaines. Donc autour d'un hommage des martyrs algériennes suite au massacre du 17 octobre 1961, du coup des massacres qui ont été commis par l'État colonial français à Paris. Donc il y a eu une manifestation d'organiser et le lendemain il y a eu une projection de films et des discussions autour, sur des thématiques anticoloniales, anti-impérialistes, autour de la Palestine, de l'Algérie, de Mayotte, de la Kanaki, donc de vraiment faire des liens sur ce que c'est l'impérialisme français et sur toute l'histoire des résistances qu'il y a eu dans toutes ces périodes de colonisation passées et qui continuent aujourd'hui. C'est en train de répondre à la question que j'allais vous poser, c'était comment créer du lien entre des luttes locales et de la solidarité internationale. C'est aussi en faisant des alliances transversales avec d'autres luttes pour montrer à quel point elles sont interconnectées. Et c'est aussi en rejoignant aussi des campagnes internationales qui existent, ça peut être des luttes locales, mais aussi de manière plus globale, rejoindre d'autres campagnes qui existent pour que justement la lutte soit encore plus générale et dans une dimension internationaliste. Et je pourrais donner l'exemple au comité, il existe une commission qui s'appelle la commission Dismantle Damon, et Dismantle Damon, c'est en fait une campagne internationale qui a été créée par des collectifs palestiniens et des collectifs à l'international et qui appellent pour soutenir les femmes prisonnières palestiniennes qui sont emprisonnées dans cette prison de Damon qui se trouve près de Haïfa en Israël. Et donc l'objectif, c'est de sensibiliser, à la fois de rappeler le système carcéral est au cœur de la colonisation en Palestine, comme dans tout régime colonial, pour surveiller, contrôler les corps et briser le tissu social et briser la résistance. Mais aussi pour remettre, donc cette campagne, elle désire aussi mettre
mettre en avant la lutte des femmes palestiniennes et leur résistance, parce qu'elles ont toujours été des actrices très présentes dans la résistance palestinienne depuis le mandat britannique dans les années 1900 jusqu'à aujourd'hui. Et malheureusement, ce qu'il en ressort dans les médias internationaux et ce que l'impérialisme veut nous faire croire, c'est que les femmes palestiniennes sont des victimes passives de la situation, alors qu'elles sont un acteur politique majeur et des actrices politiques majeures au sein de la résistance. Donc cette campagne Dismantle Damon, elle existe dans plein d'autres pays. On essaie de la visibiliser, on essaye d'organiser des événements. Je pense qu'il y en aura un. On essaie d'en parler lors de la journée pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. On essaie de mettre aussi en avant ce que vivent les femmes palestiniennes. Mais je crois la date n'est pas encore fixe, mais vers le 28 novembre, je ne sais pas si c'est un vendredi, mais en tout cas on va organiser un événement autour de la campagne Dismantle Damon pour parler des prisonnières palestiniennes emprisonnées, enfermées par l'entité sioniste. Elles sont des dizaines aujourd'hui. Il faut rappeler qu'elles sont détenues. En fait, Israël utilise la logique de la détention administrative, c'est-à-dire qu'elles sont emprisonnées sans jugement, sans procès, sans preuve, sur des durées qui peuvent être indéfinies. En fait, c'est 6 mois renouvelables à chaque fois. Ouais, moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit. J'ai trouvé ça hyper fort que le système carcéral est au cœur du système colonial. Et en fait, ça me fait penser que la police aussi, enfin voilà, je fais le parallèle, pour moi la police et le système carcéral c'est la même chose, ça fait partie du même système qui en fait perpétue en France, dans notre société actuelle, les mêmes fonctionnements de colonisation, de répression et de violence que la France a pu avoir peut avoir encore aujourd'hui dans des pays colonisés ou ex-colonisés, ou comme tu parlais aujourd'hui en Israël. Et on observe vraiment que ce sont les mêmes pratiques, ce sont les mêmes populations qui sont visées, ce sont les populations racisées, les populations minoritaires qui sont enfermées, qui sont surcontrôlées et qui sont mis en prison pour perpétuer en fait ce contrôle des populations. Je trouvais ça intéressant de faire le parallèle sur ça. Et je pense que c'est important de rappeler aussi par rapport à la Palestine que depuis 1967, on estime qu'il y a 40% des hommes palestiniens qui ont été incarcérés. Donc ça veut dire que chaque famille palestinienne a eu au moins un ou une proche qui a été incarcérée. Donc ça montre que c'est vraiment un système qui est central, et aussi pour les personnes qui ne sont pas emprisonnées, que la prison, elle est omniprésente en fait. Ouais. Pour ce lien que tu as fait entre la police et le système carcéral, il y a ce très beau, cette enquête en fait, et il en a fait un film de Mathieu Rigouste qui s'appelle Nous sommes vos champs de bataille. Et qui est une enquête sur l'armement, sur l'industrie de l'armement, et comment il montre qu'en fait les armes sont très souvent d'abord utilisées dans les pays colonisés ou ex-colonisés avant de servir en fait. Ce sont toujours les mêmes populations qui sont ciblées en fait. Soit ce sont des pays colonisés, soit ce sont les descendants et les descendantes des colonisés qui se trouvent en France, et ces armes-là sont utilisées là-bas puis réutilisées par les services de police locaux et par la répression locale. Et oui, et il y a aussi Trump là récemment dans ce discours à la Knesset israélienne où il se vantait d'avoir fourni les plus belles armes à Israël, en disant à Netanyahou, en disant Bibi, t'as vu, on t'a donné de super armes et tout ça. Israël est un laboratoire en fait, laboratoire pour l'industrie de l'armement qui teste les armes, ces nouvelles technologies sur la population palestinienne avant de les importer et d'acheter en fait ces armes-là. Moi, ça me fait penser sur du coup le boycott. Enfin, moi, j'aimerais vous poser la question parce que beaucoup de gens se la posent. Est-ce que c'est utile de boycotter? Du coup, ce qu'on parlait en début d'émission, Carrefour, Coca-Cola, etc. Je ne vais pas faire la liste. Vous pouvez la trouver facilement sur Internet. Mais moi, c'est une vraie question que j'entends autour de moi. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça fonctionne de boycotter?
Je pense que le boycott, c'est un moyen parmi d'autres, mais c'est un moyen qui est à la portée de plein de personnes. Il y a des magasins Carrefour, des Starbucks qui ont fermé, ou en tout cas qui n'ont pas été ouverts. Là, j'ai pas forcément la liste des pays en tête, mais il y a eu ce constat-là de fait. Après, je pense qu'il faut l'inscrire dans une dynamique globale, c'est que c'est un moyen parmi d'autres, c'est qu'il y a aussi, comme on a dit, les manifestations, rejoindre des collectifs, et voilà, et d'apporter le soutien à la lutte du peuple palestinien, parce que c'est lui l'acteur de sa libération. Nous, après, en tant que personnes vivant ici en France, on a certains moyens qui sont à notre portée, et je pense qu'il faut les utiliser au maximum. Et je voudrais ajouter, parce que Amy t'a dit que c'était facile de trouver la liste, mais en réalité, quand on se met à la croisée de toutes ces luttes dont on a parlé aussi, en disant que voilà, tout était lié, en fait, c'est pas si simple d'être exemplaire sur le boycott, parce qu'aujourd'hui, tout est tellement interconnecté dans les personnes qui possèdent, que ce soit au sujet de l'armement, des technologies, de la communication, et de choses vraiment des fois infimes. Et en fait, c'est assez difficile d'être exemplaire. Donc après, il y a évidemment Carrefour, Coca, c'est des choses qui sont aussi des porte-drapeaux, quoi. C'est-à-dire que c'est des grosses enseignes qu'on peut facilement identifier, mais quand on creuse, c'est aussi des sujets très compliqués. Et du coup, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. C'est une partie parmi tant d'autres, et l'exemplarité peut être difficile sur ces sujets-là aussi. Et oui, je voulais juste redire par rapport au boycott, je pense que l'idée, c'est aussi d'avoir un peu un focus sur certaines enseignes. Évidemment que la liste, elle est on est dans un monde capitaliste, je veux dire, il y a très peu d'entreprises qui sont entre guillemets propres, on va dire, mais d'essayer d'avoir une liste un peu réduite, de focus. C'est comme ça que ça marche, le boycott, c'est quand il y a un gros focus sur certaines marques, et on l'a vu comment ça a marché pour Carrefour, pour Starbucks et tout, et d'ancrer aussi un peu la chose localement. Je veux dire, des Carrefour à Toulouse, il y en a absolument partout. C'est aussi pour ça que c'est une cible pertinente ici à Toulouse, quoi. Maintenant, je vais vous proposer d'écouter un extrait du discours de Rima Hassan au Parlement européen. J'avais envie de la partager avec vous aujourd'hui parce qu'elle rappelle très clairement la dimension coloniale qui continue de structurer les décisions internationales, comme avec le plan Trump. Son message est simple et puissant. Il n'y aura pas de paix sans justice. Cet accord est un énième geste de domination de l'Occident sur l'Orient. Dans un contexte colonial, la paix décrit toujours la tranquillité du colonisateur, jamais la justice pour le colonisé. Derrière le masque des faiseurs de paix, il y a aussi le visage des architectes du génocide et du colonialisme, pour qui la Palestine est d'abord le terrain d'une expansion politique, idéologique et économique. Depuis son entrée en vigueur, le cessez-le-feu a été violé plus de 80 fois par Israël, faisant 97 victimes palestiniennes. Sur la seule journée de dimanche, 153 tonnes de bombes ont été larguées sur Gaza. La menace de sanctions commerciales annoncée le mois dernier par l'Union européenne serait actuellement en passe d'être abandonnée. L'Union européenne ne rate jamais une occasion de blanchir Israël de ses crimes qui perdurent encore aujourd'hui à Gaza et en Cisjordanie. De la déclaration de Balfour à nos jours, les États occidentaux ont systématiquement commis l'erreur de penser l'avenir de la Palestine sans les Palestiniens. D'une main, ils signent les accords de paix, de l'autre, ils livrent les armes à l'État qui les génocide. Depuis la Nakba, les Palestiniens ont en réalité jamais connu ce que le monde libre et civilisé appelle la paix, car la première quête du colonisé, c'est sa libération du joug colonial. Rien, absolument rien dans cet accord n'embrasse cette quête du peuple palestinien qui est mise sous tutelle internationale. La paix en Palestine ne peut se traduire que par la fin de l'impunité d'Israël, la fin de la complicité occidentale avec ses crimes de colonisation, d'occupation, d'apartheid et de génocide. Autrement dit, pas de paix sans justice. La paix imposée par l'impérialisme est une guerre invisible, une guerre qui n'a pas de nom, mais qui est présente dans chaque geste de domination. Si Édouard Saïd était vivant, il ajouterait à sa propre citation « Cet accord est un énième geste de domination de l'Occident sur l'Orient ». Merci pour ce partage. On va clôturer cette troisième partie
Moi, je voulais aussi vous partager une capsule sonore qui m'a fait beaucoup de bien. On l'a abordé plusieurs fois pendant l'émission, l'importance de faire du lien, de faire converger les luttes, de s'organiser collectivement, d'organiser la riposte. Et du coup, on écoute Anas Kazib être interviewé par Révolution Permanente. Bon, bah écoutez, on est au Parlement de Catalogne ici. On a été reçu par plusieurs groupes de la gauche catalane pour discuter justement du procès que j'ai le 18 juin pour apologie du terrorisme par rapport à mon soutien au peuple palestinien. Et donc c'est dans le cadre d'une tournée qu'on a fait avec mon avocate et camarade Elsa Marcel, notamment ici à Barcelone, pour rencontrer plusieurs groupes, pour discuter avec eux de la question palestinienne, de la question de la répression, de l'autoritarisme qui existe aujourd'hui en France, mais dans bien d'autres pays à l'échelle internationale, d'avoir de plus en plus d'échanges entre nous, entre nos différentes organisations, pour voir ce qu'il est possible d'être fait. Faire un front, un bloc de résistance, comme on a beaucoup discuté aujourd'hui, savoir comment on peut faire front commun contre la répression, contre l'autoritarisme, contre le double discours qui peut exister aussi aujourd'hui en France chez Emmanuel Macron, entre d'un côté l'expression de dénoncer les massacres du peuple palestinien, mais de l'autre côté la répression que je vis, la répression que d'autres militants, que d'organisations qui sont dissoutes, etc. Et donc voilà, il y a plein d'initiatives qui sont pensées, réfléchies de par les organisations de la gauche ici en Catalogne, qui vont nous aider, nous appuyer aussi dans ce combat, qui est un combat pour la liberté d'expression, qui est un combat pour les libertés démocratiques, pour le fait de pouvoir être des opposants politiques en France, mais également des opposants politiques au génocide de Netanyahou, à l'apartheid et à la colonisation que vit le peuple palestinien. Donc voilà, on est très content d'avoir fait ces rencontres, d'avoir été accueillis ici au Parlement catalan pour pouvoir exprimer tout ça. Et on a en tout cas vu une forme d'indignation importante des parlementaires ici catalans vis-à-vis de ce qui est en train de se passer en France. Ils sont choqués, ils ignorent pas la répression qui peut exister parce qu'ils savent qu'elle existe aussi en Espagne, mais à de moindres mesures. Mais ils sont choqués de l'intensité de la répression qui existe en France, notamment vis-à-vis de la question du peuple palestinien, qui ici, nous on l'a pu le noter à Barcelone, le soutien du peuple palestinien est important. Moi, je suis très fier de voir que dans des restaurants, il y a des autocollants Free Palestine, etc. On sent qu'il y a un ADN anti-impérialiste important ici à Barcelone, un soutien inconditionnel au peuple palestinien. Et c'était important d'être ici. Peut-être Barcelone, comme l'Irlande, sont les capitales européennes du soutien au peuple palestinien. Et donc, c'était important d'être là quelques semaines avant le procès. Dans cette capsule, on a entendu Anas Kazib nous parler de son expérience au Parlement de Catalogne lors d'une rencontre pour organiser et construire la riposte internationale face à la répression politique et à la montée de l'extrême droite dans le monde. Une capsule qui fait du bien, et ça fait du bien d'entendre que la riposte s'organise aussi à l'international. Une dernière question pour vous, si jamais les personnes qui nous ont écoutés ont envie de s'engager à vos côtés, de s'investir, comment elles peuvent vous contacter, trouver les infos, quels sont vos prochains rendez-vous? Du coup, pour le comité de soutien à la Palestine, on se réunit tous les mardis soirs à 18h30, Toulouse Grill, donc c'est au niveau du métro Mirail Université. Comme Farah l'a dit, c'est des AG qui sont ouverts à toutes et tous. On est toujours preneuses de nouvelles forces, de nouvelles idées. Et voilà, on vous accueillera avec plaisir. Et je voulais aussi rappeler que ce samedi 8 novembre, on organise une manifestation à partir de 14h au départ de la Reinerie. Voilà, soyons nombreux et nombreuses et Tahrir Palestine. Du coup, nous, on organise des réunions hebdo aussi les mercredis. On n'a pas de lieu fixe encore, mais on les annonce sur Instagram. Tout pareil, on cherche de nouvelles forces, venez. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter via les réseaux. On peut faire aussi des petites présentations hors ces temps-là. Le 8 aussi, du coup, on a un événement de soutien à la chapelle. Donc, vous pouvez faire la manifestation, puis
venir à la chapelle pour la tombola avec un show drag le soir, et ce sera l'occasion de nous rencontrer. Si vous voulez être bénévole, n'hésitez pas, il y a encore de la place. Et sinon, on pourra discuter de la suite. Pareil, toujours preneur et preneuse de nouvelles idées et de nouvelles personnes. Merci, un super programme pour samedi 8 novembre. On arrive à la fin de notre émission consacrée à cette rentrée révoltée et à la lutte palestinienne. Le podcast sortira en 2 épisodes et sera disponible sur YouTube, Spotify et le site de Canal Sud. Un immense merci à Aïssa, Farah, Sacha qui ont partagé leurs expériences et leurs connaissances sur ce sujet. Auditeurs et auditrices, si vous souhaitez aller plus loin, on mettra en descriptif du podcast toutes les ressources citées dans l'émission et toutes celles qu'on a explorées pendant nos recherches. Le podcast sera disponible prochainement sur les plateformes d'écoute. Notre prochaine émission aura lieu le 15 décembre et on y parlera de justice restaurative. Merci pour votre écoute. Un grand merci à Claire à la régie et un merci à Canal Sud pour cette belle opportunité de venir vous conter nos queerités. On se quitte en musique avec le morceau Live Palestina, traduit par Longue vie à la Palestine, un morceau de Kofia, un groupe swedish palestinien, sorti en 78 comme une chanson de protestation. Il est rapidement devenu populaire dans les manifestations et a repris de la visibilité depuis la guerre à Gaza en 2023. C'est un chant militant et à la fois symbole de solidarité internationale. On écoute Levi Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Och vi har odlat jorden. Och vi har odlat jorden. Och vi har skördat vetet. Och vi har skördat vetet. Vi har plockat citronerna. Och vi har plockat citronerna. Och pressat oliverna. Och pressat oliverna. Och hela världen känner till vår jord. Och hela världen känner till vår jord. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Och vi har kastat stenar på. Och vi har kastat stenar på. Soldater och poliser. Soldater och poliser. Och vi har skjutit raketer. Och vi har skjutit raketer. Mot våra fiender. Mot våra fiender. Och hela världen känner till vår kamp. Och hela världen känner till vår kamp. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Och vi ska befria vårt land. Och vi ska befria vårt land. Från imperialismen. Från imperialismen. Och vi ska bygga upp vårt land. Och vi ska bygga upp vårt land. Till socialismen. Till socialismen. Och hela världen kommer att bevittna. Och hela världen kommer att bevittna. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. 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 Leve Palestina och krossa sionismen.